Donc ça y est, nous sommes en direct. Nous sommes le 28e jour du mois de mai et encore une petite censure qui nous oblige à aller sur le canal de diffusion YouTube CNT Canal Historique, Cour Ça y suprême. est, nous sommes en Oh direct. Nous sommes le mince. 20. Et donc, profitez de ce moment avant que le générique se lance pour partager dans vos réseaux sociaux. Allez, à vous. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Et voilà, le générique se finit et comme d'habitude, nous avons une petite palette de présents ce soir avec un invité habituel sur le sujet de la naissance, hein, c'est ce sujet de ce soir. Entre-temps, nous allons passer comme d'habitude à une petite partie actualité internationale, interne au CNT et puis on va bien sûr parler d'Éric Fiorilles. Derrière, un petit générique et on passera évidemment au sujet qui intéresse tout le monde. Entre-temps, on va quand même enregistrer. Voilà, on va quand même enregistrer. On ne sait jamais que nous soyons pas censurés en cours de route, puisque évidemment, vous l'avez appris, une de nos vidéos a été censurée quasi immédiatement sur Cour suprême, et la sentence est de se rabattre évidemment sur un autre canal, jusqu'à ce que notre ami Mathieu nous permette d'avoir un streaming personnel, voilà, et sans censure. En attendant, à Sylvain pour l'actualité. Oula. Le jingle est mal parti, je suis désolé. L'actualité avec Philippe Laurent et Bruno Vaupotiche, bonsoir.
Voilà, Bonsoir, c'est bon. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Déjà, au niveau de l'actualité, je voudrais rappeler à tout le monde que Éric Fiorilde est incarcéré depuis 164 jours maintenant et que je pense qu'il garde le moral parce qu'il en faut et que de toute façon, il tient bon et on pense à lui et on fait tout pour qu'il puisse sortir le plus vite possible. Alors, concernant l'actualité internationale, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je pense que certains doivent le savoir déjà, mais la Suisse était depuis 7 ans en négociation avec l'Union européenne pour éventuellement un jour entrer dans l'Union européenne. Eh bien, le peuple suisse ne s'est pas fait avoir. Le peuple suisse vient d'annoncer qu'il rompt toute négociation avec l'Union européenne parce qu'ils veulent garder leur souveraineté. Et je vais vous lire un commentaire qu'il y a eu dans le journal anglais, le Daily Telegraph. Des accords commerciaux que l'Union européenne jugeait tout à fait acceptables il y a 20, 30 ou 40 ans ne le sont plus aujourd'hui à ses yeux. L'Union européenne ne veut tout simplement plus du libre-échange. Elle cherche à s'immiscer de force dans un nombre de plus en plus important d'aspects de la vie économique et sociale de ses voisins. Soit vous êtes membre de l'Union européenne, soit l'Union européenne fera tout pour que vous deveniez de facto un État membre. Dans les années à venir, une Grande-Bretagne agile, moins exigeante, a l'occasion d'ouvrir ses échanges commerciaux avec le reste du monde de façon bien plus réussie que ne peut le faire l'Union européenne. Avec son protectionnisme et son arrogance croissant, l'Union européenne risque en effet de régresser. Donc, je trouve que c'est une information vraiment très importante parce que les Suisses sont un peuple intelligent, ils ne sont pas fait avoir. Voilà. Donc, bravo à la Suisse. Deuxième information importante, le grand avocat allemand Rainer Fulmich, qui a réuni plus de 1000 avocats autour de lui et 10 000 professionnels de santé, est en train réellement de lancer le Nuremberg numéro 2 contre l'OMS et le groupe de Davos. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment retentir fortement aux oreilles des membres du CNT, parce que nous, ça fait maintenant des années qu'on le dénonce. Et dernière chose, malheureusement, encore une policière qui s'est fait agresser aujourd'hui en France. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment à penser à nos policiers, nos forces de l'ordre et à les soutenir parce que le gouvernement qu'on a en France ne fait rien pour les protéger réellement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir très rapidement et je repasse la parole à Philippe. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Non, mais je pense que Bruno a résumé l'intérêt de l'actualité. Pour revenir rapidement, moi, ce que je peux faire, c'est juste un commentaire sur la partie suisse. C'est vrai que la Suisse a toujours été particulière dans l'Europe pour des raisons, effectivement, une sorte de donjon de la forteresse de l'argent, en quelque sorte. Mais pas seulement. Il y a aussi dans le peuple suisse, comme le disait Bruno, alors je ne sais pas si c'est une intelligence ou une conscience collective, justement, qui fait qu'ils ne se laissent pas prendre aux lumières de l'Europe et de ce qu'elle exigerait d'eux s'ils rejoignaient l'Europe. Alors, il faut aussi dire une chose, c'est que la démocratie en Suisse, elle est sévèrement challengée également. Les fameuses votations, les fameux quotas au-delà desquels un certain nombre de signatures de citoyens génèrent un vote, une votation. Donc, ça évolue beaucoup. Ça devient de plus en plus difficile pour eux aussi. Ils le reconnaissent, les Suisses. Donc, on est sur une logique de privation de liberté qui est partout en Europe, et y compris en Suisse, et aussi à cause de cette fameuse tyrannie sanitaire, hein, qui est une sorte d'expression consacrée désormais, qu'on entend de plus en plus. Donc voilà. Donc, est-ce que les Suisses ont fait le bon choix? Oui, bien sûr. Ce que dit Bruno est vrai. C'est une bonne nouvelle. Ils décident de ne pas se laisser manipuler, exactement comme les Anglais, qui, eux, ont réussi à sortir d'un engrenage dans lequel ils étaient pourtant bien boulonnés, si je puis dire. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. L'Allemagne elle-même, au travers d'un homme comme Rainer Füllmich, effectivement, mais pas seulement lui, les Allemands ne se font pas trop avoir non plus. Ils sont en train de sortir doucement, mais sûrement, de cette règle de la pandémie qui nous donne tant de contraintes. Et on peut aussi, au niveau international, aller jusqu'au Texas,
qui vient justement de mettre fin à ces contraintes sanitaires et qui, au bout d'un mois d'exploitation sans ces contraintes, se retrouve exactement avec ni plus ni moins de morts du Covid qu'avant, quoi. Alors qu'on avait prévu, c'est-à-dire certains opposants américains avaient prévu que ça serait une hécatombe, que ça serait la fin du monde, que ça serait, voilà, et tout le monde était tombé en pleurs devant cette décision du sénateur du Texas. Or, il s'avère aujourd'hui que non seulement il n'y a pas un mort de plus, mais que les anciens qui pleuraient comme des madeleines en se disant on va tous mourir, eh bien, soit sont de bonne foi et s'étonnent avec bonheur que ça n'ait pas eu lieu, soit sont un petit peu de moins bonne foi et disent ah bon, mais je me souviens pas avoir jamais dit ça, quoi. Alors, on est dans un monde de mensonges, d'apparence, on est dans une forfaiture. On va tout faire au CNT pour la dénoncer au quotidien. C'est un des principaux sujets aujourd'hui. Je voudrais aussi rapidement en revenir sur le sort qui a dû être réservé à ce jeune pompier qui a posé des questions tout à fait fondées à un personnel médical auprès de qui il remettait des personnes qui mouraient dans la minute parce qu'elles avaient fait un AVC sévère, suite, devinez quoi, à la picouse, hein, puisqu'on va l'appeler comme ça. Et donc, cet homme, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que son sort soit le plus doux possible, même si on imagine qu'il a dû avoir des sanctions, et que s'il le désire, il peut essayer de comprendre plus loin dans tous ces événements, d'essayer d'en comprendre la genèse en prenant contact avec le CNT, tout simplement, hein, pour lui comme pour tous les autres qui sont en éveil de conscience. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à Sylvain. Merci Philippe. Allez, bon, on va débuter l'émission. C'est obligatoire, une obligation de vous faire passer un excellent début de week-end. Bienvenue à vous dans La France Libre, l'émission du Conseil national de transition. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France Libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Quand les enfants viennent au monde, ils hurlent au lieu de respirer. Dans ces cris de nouveau-né, qu'y a-t-il ? Se pourrait-il que naître soit douloureux pour l'enfant autant qu'accoucher l'était jadis pour la mère ? Cette souffrance qu'est la naissance, qui s'en soucie ? Ne peut-on l'éviter ? On a toujours considéré le nouveau-né comme un objet. À sa naissance, on le prenait par les pieds, tête en bas, pour qu'il crie, car il fallait qu'il se fasse les poumons. On pensait qu'il n'avait pas de sensation, qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas, qu'il ne ressentait pas la peur ni la douleur. Une naissance sans peur, sans cri, est-elle possible ou envisageable ? Le processus de la naissance tel qu'on le connaît actuellement n'est pas fait pour assurer une continuité entre la vie in utero et la vie aérienne. Si accoucher concerne la mère, naître concerne l'enfant, d'où la nécessité de respecter l'hypersensibilité émotionnelle du nouveau-né, de lui faire complètement confiance et de lui épargner les violences inutiles. Un sujet merveilleusement dépeint dans le livre de Frédéric Leboyer, Pour une naissance sans violence, un écrit que l'on peut considérer comme un poème à la vie. Le nouveau-né est laissé sur le ventre de sa mère pendant de longues minutes après sa naissance. Le cordon n'est coupé que plus tard pour une meilleure articulation avec la respiration aérienne. L'idée de la naissance sans violence a séduit de nombreuses personnes, mais a suscité un tollé parmi les autorités médicales qui, face à ce principe, auraient dû proposer de mettre moins de médicalisation et un peu plus d'humanité. La naissance sans violence, le sujet de ce vendredi, invité pour débattre, Adrien, qui nous fait le plaisir de nous éveiller jusqu'à 22h. Bonsoir Adrien et bonsoir à toute l'équipe, Delphine, Bruno, Philippe, Marie et à vous également qui nous regardez. Bonsoir. Alors, bon, effectivement, on va reprendre ce sujet de la naissance sans violence. Puisque j'ai déjà fait un exposé sur le sujet, je vais le reprendre pour tous ceux qui ne l'ont pas encore eu, et en même temps élargir certains sujets que je n'ai pas traités la dernière fois. Et donc, si jamais vous avez des questions, ça sera possible de les envisager après mon exposé. Et donc, en fait, moi, dans les années 72, 73, on a eu nos 2 fils et on a beaucoup cherché à se renseigner sur le meilleur à faire, autant pour la conception, la gestation, l'accouchement et ainsi de suite. Et bon, il y a donc beaucoup de sujets à traiter et qui sont tous très importants.
Donc, le plus important comme information et qui est relativement délaissé malgré l'intervention et le livre de Frédéric Le Boyer à l'époque, dans les années 1974. Donc, un an après qu'on ait accouché de nos enfants, nous, on a eu en fait des renseignements qui venaient d'une source du docteur Anish, qui s'occupait de l'enseignement de Mazdaznan. Et ils avaient une clinique pour accoucher les enfants à Nice pendant des années. Et ils ont édité un livre, Maternité heureuse, où on a eu ces renseignements très importants au sujet de l'accouchement et la rupture du cordon ombilical, comme étant un sujet majeur, ignoré et pas respecté. C'est-à-dire que actuellement, vous savez bien que la majorité des accouchements se font dès que l'enfant est sorti, dans les minutes qui suivent. Le cordon ombilical est clampé pour le couper, et alors qu'il y a encore du sang qui va du placenta à l'enfant. Et malheureusement, cette pratique, cette initiative de notre chère médecine est totalement le contraire de ce qu'il faut faire et respecter et que la nature a calculé, c'est-à-dire pendant une demi-heure, 1 heure en moyenne, c'est un peu plus, un peu moins, le sang qui est dans le placenta encore passe dans l'enfant et lui assure surtout, la chose la plus importante, une oxygénation à travers ce sang. Et à partir du moment où on clampe et qu'on empêche ce sang d'affluer tranquillement, tout doucement, ben, le premier effet qui s'ensuit, c'est que le cerveau prend le risque de manquer d'oxygène qui est apporté par le sang. Et donc, comme c'est absolument dramatique et impossible qu'il manque une seconde d'oxygène au cerveau, il déclenche la respiration pour apporter de l'oxygène autrement. Et c'est là que malheureusement, du coup, comme c'est un système d'alerte, l'inspiration, les premières respirations de l'enfant se fait d'une façon violente, rapide, intense. Et comme c'est la première fois que l'air pénètre dans les poumons, eh bien, c'est une brûlure insupportable et qui engendre une douleur. Et ces cris que l'enfant fait à la naissance, qui sont des cris qui ont un rapport direct avec la souffrance et la douleur qui est ressentie dans les poumons. Mais c'est indispensable pour apporter cet oxygène au cerveau. Donc déjà, ce phénomène d'alerte au cerveau et d'apport d'oxygène, déjà, il se passe des millisecondes, demi-secondes, quarts de seconde, qui sont déjà préjudiciables pour le système nerveux, pour le cerveau, et encore plus pour tout le système subtil qui se trouve derrière le système nerveux, qui est la source même de l'action du système nerveux, c'est-à-dire l'énergie vitale, les forces vitales, les chakras, comme tout le monde connaît un peu ce terme-là, et aussi donc des forces éthériques qui circulent dans tout l'être. Donc ces forces sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fragiles, et elles reçoivent un choc gigantesque. Pour l'instant, on n'a aucune mesure, et les dégâts sont très longs à réparer. Et le système nerveux, le système physique peut s'en sortir relativement bien, entre guillemets, mais de toute façon, il y a vraiment un choc et une violence qui est dénoncée par Frédéric Le Boyer dans son livre. Alors, quand on ne fait pas cette erreur de clamper et de couper le cordon prématurément,
ce sang qui afflue dans l'enfant lui permet de déclencher sa respiration très très lentement, très progressivement et très doucement, ce qui fait que au lieu d'avoir ces cris insupportables, il se met à respirer tout doucement, il gazouille légèrement et dans la minute ou les 2 minutes qui suivent, le bébé qui n'a aucune raison d'autre chose se met à sourire. Et on peut que se constater que c'est sous l'emprise d'une sensation agréable. Aucun bébé ne sourirait s'il n'est pas sous l'emprise d'une sensation de douceur, de force, de vibration bénéfique, agréable. Et d'une part, c'est l'air qui s'introduit tout doucement et progressivement dans les poumons et qui introduisent la vie et le feu de cette vie. Mais en plus, il y a aussi la sensation de recevoir, qui se répand dans le ventre et dans tout le corps, de cette circulation sanguine, cet afflux sanguin qui vient en abondance par le cordon ombilical et qui déclenche aussi des phénomènes vibratoires, des sensations, des vibrations, et qui le mettent encore plus dans un état exceptionnel qui lui déclenche ce sourire d'extase, on ne peut pas appeler ça autrement. Et il y a d'ailleurs dans le livre de Frédéric Leboyer une image où il parle de ce sourire qu'a l'enfant dans les quelques minutes qui suivent son accouchement, sa sortie. Donc ça, c'est voilà, c'est le sujet le plus important qui paraît anodin pour tout le monde. Tout le monde trouve ça normal parce que ça fait des centaines d'années que c'est pratiqué, bien que dans les campagnes, c'était pas du tout pratiqué comme ça, mais depuis en tout cas quelques centaines d'années, avec les milieux hospitaliers, les cliniques et tout le bagage médical, c'est devenu une pratique acceptée par tout le monde et par ignorance, par manque d'information, des dégâts qui sont causés dans ces cas-là. Donc, le côté positif, c'est cette progression lente et douce de mise en vie des poumons et la quantité de sang qui passe à ce moment-là du placenta dans l'enfant correspond à un adulte. Bon, on a à peu près 5 litres de sang dans le corps et ça correspond comme quantité de sang à peu près à 1 litre et demi de sang qu'on priverait un adulte. Si on retire à quelqu'un 1 litre ou 1 litre et demi de sang, il tombe dans le coma. Donc ça prouve que vraiment, on prive le bébé d'une quantité de force, de vie, de sang phénoménale, quoi. Et d'où tout ce qui s'ensuit comme dérèglement. Et il y a aussi ce phénomène important du sang, de la chaleur, des globules rouges que provoquent et qui sont très importants puisque la nature a bien fait les choses. L'enfant sort d'un corps à quel il était à 37 degrés et il est dans un milieu beaucoup plus frais, même si c'est un milieu préservé et chauffé, c'est pas à 37 degrés. Donc, il y a une espèce de garantie par cet afflux de sang et ces globules rouges qui fournissent une chaleur supplémentaire, spécifique et spéciale pour cette période. Alors, il faut savoir que ça fait partie des choses que critique la médecine, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler, d'en discuter avec des responsables, et ils argumentaient que pour eux, c'était un phénomène de rougeole, comme une pathologie, alors que effectivement, il y a un afflux exceptionnel et supplémentaire de sang dans l'enfant et qui va se résorber
en 1 semaine, 10 jours. Et le temps que l'adaptation à la vie extérieure soit faite. Donc, voilà, la médecine conclut que c'est une pathologie, un phénomène de rougeole, parce qu'on voit le teint de l'enfant, son visage, est plus rouge, spécialement le visage, est plus rouge pendant 1 semaine, 10 jours. Et après, ça s'estompe et ça disparaît. Donc, eux, ils concluent que c'est de la pathologie. Ils concluent de clamper et de couper et d'interrompre ce phénomène. Et le résultat, c'est qu'ils déclenchent une jaunisse. Alors, pour eux, le phénomène jaunisse est bénin, alors que c'est une pathologie beaucoup plus lourde qui touche le système nerveux. Et c'est un manque de globules rouges, une anémie. Et c'est bien pire qu'une rougeole, alors que ce n'est même pas une rougeole, le phénomène. Donc voilà, voilà les décisions, les raisonnements qui sont tenus. Et en fait, derrière tout ça, c'est toujours pareil, comme on le dénonce au CNT, et qu'on veut sortir de toutes ces corruptions, ces mensonges, ces manques d'informations. Tout est fait pour saper la vie à tout moment, et au pire moment, au commencement de la vie, c'est bien là que c'est le pire. Donc, plus la vie en est à son départ, comme une jeune plante, comme une graine qui germe, à peine la pousse sort, elle est très très fragile, et le moindre accident, le moindre problème va être très préjudiciable. Donc, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de sujets comme celui-là, beaucoup d'autres choses qui sont cachées, des sciences, des connaissances, et même regardez, en 1974, donc, Frédéric Leboyer a fait cette information avec son expérience d'obstétricien. Et malgré ça, ça a duré quelques années. Il y a eu des réactions, il y a eu des cliniques qui se sont ouvertes, qui ont accepté qu'on fasse des accouchements un peu plus raisonnés, un peu plus naturels. Mais 40 ans, 50 ans plus tard, ça existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui sont restés avec ces informations, comme moi, et comme d'autres qui l'ont reçu en cherchant. Et donc, ça continue, mais à un degré tellement réduit, tellement minuscule par rapport à ce que ça devrait être, parce que toute la société n'entretient pas l'information et, à la limite, la cache, et parce qu'il y a tout un système économique qui doit marcher. Et au lieu qu'il y ait 95% des femmes qui accouchent naturellement à la maison avec plus ou moins une assistance professionnelle, c'est tout le contraire. On fait passer 100%, on pousse 100% des femmes à passer dans les mains des cliniques et des hôpitaux, et pour faire marcher le commerce et la profession, alors que ça n'est pas nécessaire, et que la grande majorité des accouchements sont naturels et sans problème. Et le problème, c'est que celles qui ont un peu le courage, et parce qu'elles ont des informations, on leur fait peur, on les menace. Et donc, même si elles ont du cran pour faire ce chemin un peu marginal, elles reçoivent quand même des pressions, que ce soit de la famille ou du milieu hospitalier et de l'ensemble de la société. Donc, ça fait partie des problèmes majeurs. Alors, si maintenant on veut rentrer un peu dans les détails de ce phénomène de la rupture du cordon ombilical, je reviens un peu plus largement sur ce phénomène de la respiration et de la circulation sanguine dans l'être humain. D'ailleurs, j'en profite pour corriger une erreur que j'ai faite
dans mon ancien exposé, puisque j'ai parlé du cœur et des poumons, alors que je disais que aux Indes, ils appelaient la divinité Shiva. C'est pas Shiva, c'est Vishnu. Brahma correspond au créateur de la vie dans le plexus solaire et dans le Sankhara. Vishnu correspond à la divinité qui travaille au niveau des poumons et du cœur et qui est le continuateur de la vie, le prolongateur de la vie. Donc, si on développe et qu'on travaille à ce niveau-là, on peut prolonger la vie beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. Et Shiva, qui est dans la tête, au niveau du cerveau, qui est traduit par le destructeur, parce que d'une part, il y a la pensée qui peut être destructrice de la réalité, de la réalité réelle. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire que là, il s'agit d'énergie. Et donc, autant Brahma est le créateur de cette vie qui monte à travers et qui s'épanouit et qui évolue à travers les poumons et le cœur et la circulation sanguine en général. Mais le Shiva représente aussi la tête et le rayonnement. On parle de pensée lumineuse, on parle de lumière, d'être éclairé. Donc, il y a un rapport avec la lumière. Et c'est une lumière qui se répand comme le soleil. Le plexus solaire et le Sankhara, c'est la lumière invisible qui alimente la lumière visible, le soleil. Donc, il y a une lumière invisible dans l'espace infini et qui alimente les soleils, les étoiles. Et donc, c'est une lumière qui se voit, qui rayonne et qui se propage et qui fait qu'on a la vie sur Terre, sur les planètes et qu'on profite de ce soleil. Donc, c'est une propagation de la lumière, c'est un rayonnement. Le côté destructif, ça veut dire que c'est cette lumière qui se répand, mais ce n'est pas une destruction dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que l'énergie est concentrée dans son principe de création, mais cette énergie monte et au niveau du cerveau et de la tête, ça se met à rayonner dans l'espace infini. Et donc, c'est une dispersion de cette énergie. Mais ce n'est pas du tout négatif. Alors, par rapport à ces énergies qui circulent dans l'être humain, bien sûr, les religions en parlent, chacun aborde à sa façon cette question. Bon, dans la religion chrétienne, en Occident d'une façon générale, avec les religions chrétiennes, orthodoxes, etc., on entend parler du corps de la lumière, du corps de la gloire, du corps du Christ et de l'éternité, la vie éternelle. Et c'est pour ça que ça rejoint ce terme de éther. Et donc, il s'agit de cette énergie éthérique qui est répandue dans l'univers tout entier, à l'infini. Et donc, cette énergie qui existe et qui est invisible, qu'on peut comparer aux ultraviolets ou à la lumière violette, qui ne se voit pas. Si jamais vous avez un prisme qui décompose la lumière blanche du soleil et qui se répercute à travers un prisme sur un mur blanc, on voit les 6 couleurs très nettement et on voit le violet. Mais si vous regardez directement ces couleurs du prisme à la place du mur, vous placez vos yeux, ben, vous verrez que la lumière violette, vous la percevez très rapidement, mais ça disparaît, ça s'estompe, alors que les autres couleurs, vous les voyez toujours, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, etc. Donc, c'est une lumière tellement subtile, alors au-dessus du violet, c'est les ultraviolets. Donc, c'est une vie très subtile, mais ça vous donne une idée de l'invisibilité
et la subtilité de la lumière invisible qui alimente le Soleil, les étoiles et qui est partout dans l'espace. Et toutes les sciences actuelles tournent autour de cette énergie. Alors, chacun l'appelle comme il veut. Dans l'Orient, on parle du Qi, on parle en acupuncture, le Chi ou le Qi. Donc, c'est cette énergie vitale, éthérique. Bon, tous les noms possibles et imaginables, c'est toujours la même énergie invisible, mais qui alimente et soutient tous les phénomènes vivants dans la nature, dans l'être humain. Si on n'a pas cette énergie vitale, eh ben, on devient malade et on finit par mourir. Donc, toute la science millénaire s'occupe de cette énergie vitale et de la propager, de la renforcer un maximum. Et justement, dès l'enfance, dès l'accouchement, même dans le ventre de la mère, déjà ce travail doit être conscient. Et il y a tout que ce soit pour se préparer à la conception, et une fois qu'il y a la conception, pendant toute la gestation, il y a tout un travail gigantesque, et il y a un pouvoir de la mère pour son futur enfant et sa manifestation sur Terre, un pouvoir infini, gigantesque, et à condition qu'elle l'utilise. Et s'il y a trop d'ignorance, eh bien, il va y avoir beaucoup d'erreurs, comme celle de l'accouchement, mais il y en a aussi pendant la gestation, à quoi on pense, qu'est-ce qu'on sent, comment on vit, quelle vie on a. Bon, on connaît tous la phrase de quelqu'un, surtout les jeunes, et dans l'adolescence, qui vous crie « Je veux vivre ma vie ». Ah oui, c'est bien, mais quelle vie? De quelle vie il s'agit? Est-ce que c'est la vie du crapaud ou c'est la vie des anges ou est-ce qu'il s'agit de la vie rouge, la lumière jaune, la lumière violette? Il y a des vies et des vies, il y a des degrés de vibration tellement différentes, des nourritures tellement différentes et de plus en plus subtiles, pures, et d'autres très impures et qui laissent beaucoup de déchets, etc. etc. Quand on boulait du pétrole dans les lampes à huile ou à pétrole, bon, ben, ça déposait, selon le carburant qui était utilisé, il y avait plus ou moins de dépôts et d'impuretés qui se déposaient sur le verre qu'il fallait sans cesse nettoyer pour que la lumière éclaire la pièce et se répande. On a le même problème dans notre vie si on ne fait pas un travail en mangeant, en assimilant, en prenant des matériaux qui ne laissent pas de déchets. Plus il y a de déchets, plus il y a d'impuretés, et plus on est forcé de faire un travail sur ce nettoyage. Et l'énergie éthérique, c'est l'énergie pure, c'est la lumière pure, et l'idée de l'évolution, toute la morale cosmique de la nature est basée sur cette énergie. Sinon, il n'y a aucune raison de se soucier de la morale. Mais la morale est basée là-dessus. Il y a une morale des lois de la nature et il y a une morale de ces forces éthériques. Exactement, ce sont des forces naturelles et qui ont leurs lois. Et si on fait exploser un pont, ben, on ne peut plus le traverser. Si une rivière coule tout doucement, on peut la traverser, on peut naviguer. Et si ça devient un torrent tumultueux, eh ben, rien n'est possible, on ne peut plus nager, on est noyé, on est emporté par le courant, et dans les catastrophes et dans la mort. Donc, tout ce qui est dans la vie, il faut le maîtriser, le conditionner. Et c'est ça c'est toute cette science qui a disparu et qu'on pourrait retrouver à condition de sortir dans cet étau mondial qui nous maintient dans une ignorance, dans une obscurité et qui nous empêche d'évoluer et de réaliser tout ce qu'on pourrait réaliser. Donc là, je prends cet exemple-là qui est très accessible, très compréhensible. Et il y a beaucoup de médecins et beaucoup de docteurs qui connaissent ce phénomène. Mais ça se répercute très loin
donc dans le corps éthérique et dans toute l'évolution qui s'ensuit. Par exemple, on connaît tous ce phénomène de l'adolescence avec l'ego qui se renforce. Et l'ego, derrière l'ego, il y a la force sexuelle qui se développe et toutes ces capacités de vie, au lieu de rencontrer des circuits naturellement ouverts et des canaux débouchés, eh bien, tout ça a été bouché, encombré par des impuretés, par une vie, une hygiène de vie et des pratiques qui viennent tout salir, tout boucher. Et il y a un travail gigantesque si on veut laisser cette énergie circuler naturellement et intelligemment. Et donc, ça fait partie du problème. Si des êtres sont bien entretenus dès la naissance, toute leur vie, autant par la façon de vivre que par ces connaissances des canaux éthériques, eh bien, cette énergie va se développer exactement comme un arbre qui s'étend, qui se renforce, comme le soleil, comme la lumière, tout va être propagé d'une façon naturelle, puissante et sans obscurité. Alors qu'on connaît bien tous les problèmes et les maladies et les déviances qui s'introduisent au fur et à mesure du développement si jamais les choses ne sont pas faites correctement. D'où des explications sur la morale. Alors la morale, à notre époque, c'est surtout le sujet le plus tabou et le plus indigeste pour tout le monde. Et pourtant, personne n'y échappe. Tout le monde le paye, et le paye très cher de sa vie et par les souffrances. Et tout le monde sait qu'il y a des lois dans la nature. Hein. Si les plantes manquent de soleil ou d'eau, eh ben, elles meurent, elles dessèchent et on a affaire à un désert. On sait très bien dans le monde agricole, il y a des lois sous nos yeux sans arrêt et qui expliquent et qui témoignent sans cesse qu'il y a des lois à respecter. Si on ne veut pas les respecter, ben, on n'obtient rien de la vie et de la nature. Et c'est pareil pour tout ce qui est la lumière, toutes ces forces éthériques, tout ce monde, on va être privé du meilleur. Et alors évidemment, quand on ignore ce meilleur, ben, on s'en passe, mais on ne se rend pas compte dans quelle misère on est, dans quelle privation. Et ça fait partie de cette énergie qu'on met dans le CNT, avec la démosophie, avec tous les raisonnements et les explications qu'on essaye de donner à tout le monde pour leur faire prendre conscience qu'on est privé, mais d'une façon énorme, alors que ça serait une vie abondante et lumineuse si jamais on débloquait tout ça. Et il y a, par exemple, cette science de savoir ce qui se passe pendant la gestation. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça prend un temps énorme de tout dire. Mais par exemple, vous avez les 3 mois de la gestation, les 3 premiers mois de la gestation correspondent à l'incarnation du bébé au niveau système nerveux, mental. Donc, la mère, si elle a conscience de ça, doit faire un maximum d'efforts pour se concentrer sur ce plan mental, pour introduire les meilleures pensées par sa vie elle-même, par ses pensées elle-même, de faire spécialement attention à ses pensées pour les transmettre et transmettre les meilleures pensées, les meilleures vibrations, les meilleures forces mentales à l'enfant. Ensuite, il y a les 3 autres mois qui suivent, c'est les forces astrales, sentimentales, donc tout ce qui est cœur, affection, tendresse. Donc, ça ne veut pas dire qu'on néglige tout le reste, mais elle doit se concentrer spécialement pendant ces 3 mois suivants, de 3 à 6 mois, pour développer tout le côté sensible et le côté supérieur de la sensibilité. Il y a le côté inférieur et le côté supérieur. Et les 3 derniers mois, c'est le plan physique.
Donc là, de penser à la force physique, à la puissance, à la volonté, et qu'elle-même, elle vive ça intérieurement et qu'elle l'inculque et qu'elle le transmette à son enfant pour qu'il ait un corps en parfaite santé, etc., etc. Et bon, là, quand on arrive à la période de l'accouchement, il y a d'autres informations. Par exemple, le dernier mois, c'est bien de consommer des plantes ou de la nourriture, mais on connaît par exemple particulièrement une plante, il y en a d'autres, mais par exemple le tilleul. C'est bien de boire des infusions de tilleul le dernier mois ou les 2 derniers mois, parce que le tilleul imprègne et donne une force de détente. Bon, on sait bien que le tilleul, ça calme, ça aide à dormir, tout le monde le sait. Mais en fait, ça donne une puissance aux muscles. C'est la puissance de se détendre, de se dilater. Et comme l'accouchement, c'est un principe de dilatation des muscles, eh bien, justement, le tilleul prépare le terrain pour favoriser un maximum cette dilatation. Bon, voilà, c'est des choses très simples, mais personne n'en parle, personne ne les pratique. Et même de prendre des bains de tilleul, de faire bouillir du tilleul et de le mettre dans un petit bain et de le prendre régulièrement, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps. Et surtout de boire des infusions de tilleul. Alors, il y a sûrement d'autres plantes. Euh, euh, après, on peut chercher dans la même influence. Mais en tout cas, nous, à l'époque, on connaissait ça. Et, ça a vraiment été très efficace. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je regarde un petit peu mes notes où j'avais un peu délaissé certains sujets à l'époque. Bon, je pourrais éventuellement répondre à des questions s'il y en a. Ensuite, à l'occasion, je vais peut-être compléter d'autres informations. Sylvain? Alors, la naissance sans violence, est-ce qu'il y a des peuples qui ont adopté, par exemple, tels que les Hopis? Les Hopis avaient donc apparemment faisaient naître les enfants dans l'eau, donc c'était pour eux déjà une naissance sans violence. Oui, voilà. Bon, il y a toutes les méthodes d'accouchement dans l'eau ou par différentes méthodes euh, bon, ben, dans l'eau, c'est pratiqué même, c'est connu. Bon, tu parles des Hopis, mais il y a en Russie aussi, et même les mères accouchent dans la mer, donc malgré que ça soit froid, mais c'est pas forcément négatif. Et surtout, à partir du moment où la mère peut ressentir un bien-être de détente, puisque c'est ça la première action la plus importante. Donc l'eau chaude ou l'eau en général permet de se sentir bien. Et l'enfant qui est dans un milieu aquatique dans le, dans le ventre de sa mère, euh, s'il rencontre, s'il passe dans l'eau en sortant de la mer, c'est pas du tout un choc, puisque c'est un contexte, c'est une matière qu'il connaît au niveau des sensations. Et, et comme il ne respire pas, tant qu'il n'y a pas la rupture du cordon ombilical, il n'est pas obligé de respirer. Donc, il peut tranquillement sortir de la mer et après, bah, petit à petit, on sort de l'eau et par le passage du sang dans le ventre, il n'a absolument pas besoin de respirer d'une façon urgente et anormale. Et donc, il va se mettre à respirer. D'ailleurs, on sait très bien on parle des bébés nageurs et qu'on apprend à nager dans l'eau, sous l'eau, parce que quand ils sont bébés, euh, les bébés jusqu'à 2 ans, 3 ans, si on leur fait prendre l'habitude de les plonger sous l'eau, automatiquement, il y a un réflexe de retenir l'air et de ne plus respirer. Et donc, il y a des parents qui font ces pratiques-là et qui aident leurs enfants à s'adapter à ce milieu aquatique
et qui peut être très, très bon pour la respiration, pour la rétention, etc., etc. Et l'aisance de nager dans l'eau, ou sur l'eau ou sous l'eau. Et Donc, si on ça, comprend bien, en fait, couper le cordon, donc ça correspond à notre société qui est actuellement malade et ça correspond également à des critères qui nous auront été imposés. On est bien oui, d'accord. oui, absolument. Et en nous faisant oublier les processus de la nature elle-même. Naturel, bien sûr. Alors, j'ai oublié, j'avais parlé aussi du placenta à l'époque. Une fois que le sang est parti, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut couper le cordon ombilical naturellement, sans clamper, sans autre problème? Et j'ai oublié de vous dire que le cordon devient blanc, il n'y a plus de sang qui passe, il ne peut pas revenir dans le placenta. Mhm. Donc, à partir du moment où le placenta s'est vidé et qu'il a fourni cet oxygène, ce sang, cette chaleur supplémentaire, le cordon donc se blanchit sur toute sa longueur, mais on voit apparaître une flétrissure spéciale. Le cordon se rétrécit d'une façon très visible à peu près 10-15 cm du nombril de l'enfant. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a vraiment une fermeture qui se fait. Bon, c'est tout le cordon, on peut couper n'importe où. Il n'y a plus de sang qui circule. Mais cette flétrissure qui apparaît au bout d'une demi-heure, une heure, montre où il faut couper le cordon. Et si on ne respecte pas cette zone, cela engendre, justement par ces phénomènes vibratoires, éthériques, des courants, ça engendre des problèmes, et surtout au niveau respiratoire, à long terme, l'enfant pourra avoir des problèmes respiratoires au niveau des poumons et des forces éthériques des poumons. Et derrière les poumons, vous savez qu'on représente les anges, les archanges dans les religions, on les représente avec des ailes dans le dos. Et en fait, ce sont les chakras qui correspondent aux poumons. Et donc, tout le pouvoir des poumons, de l'air, de la respiration est lié à ce monde angélique, archangélique, aérien, d'où les ailes qui représentent le phénomène de voler, de pouvoir voler dans l'espace, couper l'attraction terrestre, etc. Donc il y a des chakras spécialement à cet endroit-là qui correspondent aux poumons et au cœur et qui sont évidemment atrophiés si jamais le développement ne se fait pas correctement. Et donc cette rupture du cordon ombilical à cet endroit précis doit être respectée. Et sinon, donc, voilà, c'est là qu'il y a des informations pour dire que ça provoque des problèmes, alors que la science ne se soucie pas de ça. Eux, ils clampent systématiquement à un endroit, alors que chaque enfant, la flétrissure se fait différente, l'endroit est différent. Et donc, si on clampe sans connaître l'endroit de la flétrissure, on coupe et on ne respecte pas cette zone, et donc on provoque un problème et un choc, une fois de plus, vibratoire, qui aura ses conséquences dans l'avenir. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est dû à un problème mercantile? Non, mais on peut pas rentrer là-dedans. Ouais. Ça fait vous savez, quand on parle des traditions, on se réfère à c'est la tradition. Ben oui, mais il faut aller voir si cette tradition, ça a été implanté pour nuire ou pour améliorer tout. Si c'est une tradition ancestrale ou une tradition récente. Quel que soit le temps qui se soit passé, une tradition, il faut la remettre en cause. Question. À partir du moment où il y a bien des traditions qui se sont avérées destructrices, dangereuses et pas du tout favorables à la vie et à l'évolution. Alors, Donc, on a Philippe qui veut rebondir un instant, s'il te plaît, Adrien. Oui. Philippe, c'est à toi. Ton micro, s'il te plaît, Philippe.
C'est fait. Voilà. Merci. Oui, oui, d'abord, merci pour ces éclaircissements. Alors, moi, je fais partie des dernières ou des premières générations qui sont nées à l'hôpital. Donc, mes parents sont nés chez leurs parents, comme ce que tu évoquais tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir, par rapport au fait, l'argument qui était avancé à l'époque, c'était de dire qu'il y avait des risques à la naissance qui justifiaient que l'accouchement se passe désormais à l'hôpital, de façon à limiter les risques de perdre l'enfant ou de perdre la mère, qui arrivaient, enfin qui étaient réels lorsque les accouchements se passaient à la maison. Alors, est-ce qu'il y avait un savoir-faire avant qui rejoignait ce que tu viens de nous décrire par rapport au cordon ombilical, ou bien est-ce que c'était une autre tradition, ou bien est-ce que c'était autre chose? Première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du nombre d'accidents qu'il n'y aurait pas eu ou qu'il n'y aurait plus du fait que l'accouchement se passe à l'hôpital plutôt que chez les parents? Voilà. C'est exactement la condition dans laquelle on est actuellement avec, depuis ces 2 ans qu'on subit des manipulations au niveau médical. Au lieu de tout améliorer, tout empire. Et donc, ces traditions, enfin, ces méthodes et ces pratiques ont été introduites depuis des temps plus ou moins lointains, selon les endroits, selon les coutumes et les pratiques des gens, qu'ils étaient trop loin des hôpitaux et des cliniques ou pas. Les morts, les problèmes de mort étaient beaucoup plus liés à des problèmes d'hygiène et qu'on ne respectait pas un hygiène minimum et qui pouvait provoquer des complications. En tout cas, à l'époque de Frédéric Leboyer, lui témoignait en disant, et c'est toujours le cas maintenant, que 95% des femmes ont un accouchement naturel, suffisamment naturel pour ne pas avoir autre chose qu'une simple assistante, soit l'assistance de la famille, du père, enfin de quelques personnes qui sont au courant et qui veulent aider et assister la mère. Bon, la mère peut très bien accoucher toute seule, il y en a plein qui ont fait ça et qui n'ont jamais eu de problème. Et sur les 5% qui restent, on peut dire, c'est ce que disait Frédéric Leboyer, il y avait, sur ces 5%, il y avait véritablement 1% de femmes qui pouvaient avoir une vraie complication, un vrai risque, autant pour le bébé que pour elles-mêmes, et qui valait une intervention éventuellement chirurgicale comme une césarienne. Bon, ben là, on est au maximum de l'intervention chirurgicale. Bon, il y a d'autres assistances médicales, mais disons que c'est plutôt dans ces cas-là qui sont vraiment 1%. D'autres ont des complications, comme de bébés qui arrivent par le siège, ou qui ont un cordon ombilical autour du cou, ou des choses relativement bénignes. Et il faut peut-être un peu plus de temps, un peu plus de précautions, un savoir-faire. Bon, mais il n'y a absolument pas la justification de faire passer tout le monde en clinique, en hôpital. À notre époque où les transports sont rapides, bon, maintenant on est en train de supprimer et de centraliser les cliniques et les hôpitaux. Donc là, il y a les kilomètres à faire de plus en plus. Donc là, on retourne sur un problème. Mais il y a, par exemple, ça se propage énormément, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes qui accouchent à la maison, qui assistent à l'accouchement à la maison. Mais comme je disais, elles subissent des pressions énormes de la part du système parce que dès qu'il y a la moindre complication, elles ont l'ordre de rejoindre les hôpitaux, les cliniques. Elles n'ont pas le droit de rester avec un risque et un problème du style un siège ou voilà, quelque chose qui va prendre du temps, etc. Donc, dès qu'il y a un problème de durée, déjà, c'est déjà une complication pour la médecine. Et donc, il y a des lois, il y a un conditionnement, il y a une pression qui n'est pas faite du tout pour favoriser ces accouchements naturels. Moi, je me rappelle d'une petite anecdote. Pourquoi on voit tous ces animaux qui accouchent
Il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'hôpitaux. Éventuellement, il y a l'éleveur qui assiste et qui aide plus ou moins parce qu'il y a des animaux qui sont suffisamment dénaturés et sortis d'un contexte naturel, ce qui fait qu'il faut les assister. Mais disons que la majorité des animaux qui sont dans la nature se reproduisent et bon, il peut y avoir des morts. Et si on veut absolument éviter ça, en tant qu'être humain, bon, c'est normal d'avoir un système médical qui puisse assister et éviter des problèmes. Bon, donc c'est très bien, ça ne sert pas à rien. Mais de là à conditionner tout le monde, comme c'est le cas actuellement, c'est le même raisonnement. On fait subir à tout le monde et on met une pression et on fait peur à tout le monde, alors qu'il y a très très peu de pourcentage qui peuvent avoir un problème. Et, bon, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Sinon, je reviens sur le cordon ombilical, sur le placenta. Donc, toujours dans les bons conseils de bien faire et de ménager des bonnes vibrations pour le bébé, il faut savoir que ce placenta va rester en vibration, en correspondance éthérique avec l'enfant pendant quelques mois. Et donc, il faut absolument préserver ce placenta et l'enterrer dans un endroit sain, naturel, protégé. La tradition faisait qu'on les enterrait auprès des arbres fruitiers ou des arbres qui poussaient très haut, très droit, comme les conifères. Bon, chacun a ses connaissances et ses habitudes, mais en tout cas de l'enterrer dans un endroit sain et protégé. Et après, il y a la petite section qui reste attachée au corps du bébé pendant une dizaine de jours et qui se détache naturellement au bout de 10-15 jours. Et ce cordon, d'après ces sciences, il est conseillé de le conserver dans un petit coffret protégé dans la maison et il est desséché et ça dure très très longtemps et il est en relation éthérique avec le bébé. Et même la mère peut avoir l'habitude de l'avoir dans sa chambre et le père et de souhaiter les meilleures choses pour son bébé en présence de ce cordon. C'est comme un lien vibratoire qui transporte cette énergie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger où va ce cordon et que la logique, c'est de le garder le plus longtemps possible parce qu'il reste en force vibratoire avec le corps physique, le corps éthérique de l'enfant. Et on peut agir bénéfiquement sur lui, même à distance. Donc, ça fait aussi partie des précautions et des connaissances qu'on devrait avoir et en prendre des précautions pour ça. Alors, bon, il y a encore d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je continue sur d'autres informations. Je voudrais rajouter une chose concernant l'allaitement du bébé, Oui, jusqu'à au moins l'âge d'1 an, parce que ça lui renforce à fond son système immunitaire. oui. Oui, bien sûr. Là, on rentre dans la vie même du bébé, la suite de cette phase. Donc, bien sûr, avant, on ne le savait pas. Donc, on conseillait aux mères de ne pas allaiter pour préserver leur jeunesse, leur liberté, ceci, cela. Maintenant, la science a quand même fait suffisamment de progrès et a accepté de transmettre des informations au goutte à goutte. Et donc, c'est reconnu que le système immunitaire de l'enfant est préservé, renforcé, développé par l'allaitement. Et donc, l'idéal, c'est que la mère allaite le plus longtemps possible. C'est très bien si c'est quelques mois, c'est parfait si c'est 1 an, et c'est encore plus parfait si c'est 2 ans. À partir de 2 ans, l'enfant peut être sevré petit à petit et même après, tout breuvage de lait animal ou humain n'est pas favorable
au développement physique et à la bonne santé de l'enfant. Et ça provoque des maladies et des problèmes aussi. Il y a Marie qui a une question pour toi, Adrien. Ouais. Marie. Oui, bonsoir à tout le monde. Si je peux me permettre, Adrien, avez-vous gardé ce fameux petit bout de cordon ombilical? Oui. Oh, excellent. Quel dommage que je ne l'ai pas su avant. C'est trop tard, ils ont 40 ans. Mais bon, c'est toujours pareil. Plus on peut faire de choses qui respectent, bon, c'est toujours bien. Le plus fort, c'est cette rupture du cordon ombilical prématuré qui engendre tous ces dégâts. Après, il y a encore une autre chose qui me revient, c'est comment, quand on coupe le cordon, c'est pas il faut respecter un tranchant qui coupe le plus net possible, précisément possible, le cordon. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir un tranchant qui soit en or ou plaqué or. Parce que l'or va non seulement préserver les forces éthériques qui circulent dans le bébé et par le cordon ombilical, mais il donne une empreinte, une énergie solaire, une dynamique, une puissance qui dynamise et renforce le corps éthérique de l'enfant. L'or est le métal le plus bénéfique pour le corps éthérique. Et d'ailleurs, plus on a d'or dans le sang, on a de l'or, on a tous les métaux dans le sang, mais plus quelqu'un a de l'or dans le sang, plus il a une santé parfaite. Donc ça fait partie des choses qu'on peut essayer de respecter aussi. Et à défaut dans l'Antiquité, ils utilisaient l'électrum, c'est-à-dire c'était de l'or, 4 parties d'or avec une partie d'argent pour le rendre plus dur, plus coupant. Et on connaît tous les druides qui utilisaient des serpents d'or pour couper les végétaux pour faire leur préparation. Et j'avais mentionné aussi que certaines tribus, bon, c'était connu en Afrique, mais sûrement dans d'autres régions du monde, mais nous, mon père qui allait régulièrement en Afrique, on connaissait que les tribus qui voulaient que le bébé soit à l'avenir un sorcier avec des pouvoirs occultes, des capacités psychiques supérieures à la moyenne, il lui coupait le cordon avec une lame en or. Et tous les autres enfants, on leur coupait le cordon avec une lame en métal, en fer. Donc, il y avait une science qui savait la répercussion vibratoire qui se faisait. Alors, si c'est du fer, ce n'est pas forcément négatif. On parle de l'âge de fer. En ce moment, le Kali Yuga, c'est l'âge de fer. On cultive la terre avec du fer et de l'acier. Donc, alors qu'avant, les cultivateurs travaillaient le sol soit avec la main, soit avec des outils plaqués or, en électrum. Et voilà, donc il y a des vestiges et il y a des traces de cette science qui prouvent qu'il y avait des connaissances et qui étaient respectées et pratiquées. Voilà. Oui. Oui, je vais prolonger. Tu parles de corps éthérique, tu parles de vibration, tu parles de nature vibratoire et d'énergie. Toutes choses qui ne sont pas franchement reconnues par la médecine traditionnelle, enfin, Ouais. en tout cas moderne. Et est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons pour lesquelles ce type de langage n'est pas encore audible pour la médecine classique, quoi. Voilà. Ben, c'est-à-dire que c'est devenu audible avec d'autres vocabulaires, en fait, puisque maintenant, vous savez que il y a les phénomènes d'hypnose qui sont pratiqués dans les milieux hospitaliers, il y a l'acupuncture qui a été quand même assez sérieusement reconnue et qui s'avère efficace, et l'acupuncture manipule cette énergie vitale qui circule dans le corps,
justement, quand elle circule mal ou pas, elle est bloquée et on active certains points dans différents endroits pour favoriser la circulation, parce qu'avec le métal, étant donné la puissance d'attraction du métal sur les forces éthériques, il y a une relation très étroite. Et donc, ces aiguilles qui sont dorées ou argentées ou avec du cuir, enfin avec différents métaux, c'est elles qui favorisent la circulation de ces courants. Et bien sûr, tout ça devrait fonctionner d'une façon naturelle. Bon, bah, vous avez les magnétiseurs qui passent avec leurs mains, et justement, ils se dégagent de leurs mains des forces éthériques qu'ils ont développées eux-mêmes et qui débouchent les canaux éthériques de la personne. Et quand quelqu'un commence à tomber malade, c'est ces forces éthériques qui commencent à ne plus circuler, et donc ça crée des bouchons. Et au lieu d'être transparentes et lumineuses, elles deviennent blanches et comme de l'eau qui gèle. Et donc le magnétiseur l'acupuncteur ne fait que envoyer des énergies qui réchauffent et qui font fondre en quelque sorte, pour rejoindre l'image de la glace et de la neige, ça fait fondre la glace et l'eau se remet à circuler. Cette énergie vitale se remet à circuler. Vous savez, dans les années 1800-1900, il y a eu une quantité très importante de chercheurs et de spiritualistes, enfin de tout niveau, de tout bord, et dans le monde entier, il y a eu une énorme vague et qui s'est beaucoup occupée de l'électromagnétisme, de l'électricité, de sa nature et de ses forces et de ses lois, et comment faire pour la développer, l'utiliser, etc., etc. Et comme les résultats n'ont pas été jusqu'au bout, ou en tout cas ont été arrêtés, cachés. Bon, il y a eu Tesla, il y en a eu d'autres. Moi, personnellement, il se trouve que c'est pour ça que je suis à parler de ça, mais pour l'instant, je n'aborde pas le cœur du sujet. Mais mon grand-père a rencontré un ami qui lui-même avait redécouvert toute cette science millénaire sur les connaissances des forces éthériques. Et vous avez je vous prends juste, et ils ont travaillé pendant des années et ils ont refait des appareillages avec les métaux et des formes et qui permettent d'attirer ces forces éthériques et de les utiliser de différentes façons. Et ça, c'est une chose qui s'est perdue et qui est caché, et que ceux qui cherchent à le remettre à jour sont barrés, empêchés. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui ont dans les placards cette science, mais je sais que ça rigole pas en face. Et donc, c'est pas la peine de vouloir avancer. On voit bien qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 ans, 200 ans, avec tous ceux qui ont voulu aller trop loin et de donner ça au monde entier, et d'apporter des énergies qui permettent de réaliser des choses exceptionnelles sans que ça coûte, voilà, sans que ça coûte rien ou presque rien. Et donc, il y a eu cette vague de quantité de personnes qui s'en sont occupées et qui ont fait des expériences. Il y a l'électroculture qui actuellement est connue. Certains l'expérimentent et la pratiquent. Et c'est pareil, on n'entend pas parler. Et j'avais cité Philippe Forer, qui était dans les Landes et qui fait de l'agriculture depuis 30-40 ans, avec que du pain comme compost et comme apport pour ses légumes. Et il a rajouté à sa méthode de culture l'électroculture qui a doublé les rendements de ce qu'il avait. Donc toutes ces sciences sont là. Pour ceux qui cherchent, qui fouillent, elles sont là, mais pas à 100%. Moi, personnellement, ce que mon papy a travaillé avec cette personne
au début du siècle, en 1923. Ils ont réalisé un laboratoire. Après, ils sont remontés au niveau politique, au niveau des gouvernements, pour essayer de le faire reconnaître, pratiquer, et que ça soit réalisé au niveau mondial, au niveau industriel. Et ils ont trouvé un mur infranchissable. Donc, voilà, là, on est en plein dans le problème de choses qui sont en fait connues et qui ont passé les siècles d'une façon plus ou moins cachée, camouflée, révélée, revoilée. Et on parle de révélation, mais c'est toujours revoilé. Donc, c'est la vérité, toujours, qui circule avec du vocabulaire qui change, avec des pratiques qui changent, mais ce sont des vérités qui existent depuis des millénaires. Donc, si on a les conditions, les bonnes conditions, si on est libéré de ce joug qu'on subit tous dans le monde entier, on pourra libérer tout ça, réaliser tout ça. Actuellement, vous le voyez bien, déjà nous, on le subit d'une façon stupide avec la censure des vidéos. Alors rendez-vous compte, si on touche à l'économie mondiale, là, ça rigole plus du tout. Alors, pour vous citer un exemple sur les forces éthériques, vous avez dans le vocabulaire, donc on connaît ce mot éther. Et l'origine de ce mot est au niveau du grec, au niveau de l'égyptien. Et ça, en fait, on disait la éther. Et a éther, ça veut dire océan. Et a, c'est océan des A. Et vous avez, ça fait partie des découvertes qu'ont fait cet ami et mon grand-père, mon papy. Vous avez dans tous les alphabets du monde, donc c'est mondial, c'est une science qui se retrouve dans les alphabets. Et tous les alphabets ont des formes de lettres différentes, ont des emplacements, des ordres différents, mais tous les alphabets du monde commencent par la lettre A. Et c'est pour ça que A, c'est le principe divin, c'est le principe universel, c'est l'éther. C'est cette force cosmique universelle. Et à partir de là, s'enchaîne toute une manifestation. Après, il y a toutes les autres lettres, jusqu'à Z, jusqu'à oméga, jusqu'à la fin de l'alphabet. Et ça sous-entend de A à Z, ou de alpha à oméga, de aleph à tav. Vous avez donc toute cette continuité de lettres, c'est le verbe, c'est la parole, qui contient tous les pouvoirs et toutes les puissances qui sont inclus dans ce principe unique, universel. Et c'est dans la religion chrétienne, c'est le symbole du Christ. Alors, plus tard, je développerai cette connaissance et cette science. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple que dans tous les alphabets, vous retrouvez une information universelle, mondiale, qui est la même. Et dans les bâtiments, dans les réalisations matérielles gigantesques, comme les pyramides, ou dans les réalisations artistiques les plus minuscules, fabriquées par des artisans et ça, ou des dessins, des peintures ou des sculptures, il y a des formes et des choses gravées. Par exemple, vous avez les pyramides d'Égypte, et dans les pyramides, on a trouvé des centaines d'abraxas. Les abraxas, ce sont des petites pierres polies, taillées, plates, comme des pièces de monnaie, si vous voulez, ovales en général, mais ça peut être rond, ça peut avoir différentes formes. Et sur une facette, vous aviez des dessins, des représentations d'animaux, enfin différents dessins. Et au dos de cette amulette, de cet abraxas,
il y avait quelques phrases, quelques mots écrits avec des lettres, un texte ou un mot, une phrase. Et on a retrouvé des centaines d'Abraxas. Et ce personnage qui a retrouvé toute cette science, il a compulsé tous les alphabets du monde, tous les Abraxas. À l'époque, il y a eu cette découverte de décrypter les hiéroglyphes égyptiens. Donc, ça lui a permis d'étudier, de traduire, de comprendre ce qui était écrit et les symboles qui étaient dessinés. Et il a retrouvé cette science universelle grâce à ça. Donc, il a retrouvé après ces informations dans toutes les sculptures et les réalisations minuscules ou immenses, monumentales, dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Donc là, il y avait une science universelle qui était diffusée de façon plus ou moins différente, selon les formes, selon les écritures, mais qui transmettait cette science. Voilà. Et c'est parti aux oubliettes avec l'aide de la science officielle. Ça a été remis dans les placards et ça a disparu. Mais en fait, il y a eu un énorme essor des connaissances de l'éther. On se mettait à parler de l'éther et c'est devenu très important. Et c'est à cette époque-là que mon papy et son ami ont mis et pratiqué, fait un laboratoire, des appareillages et ont obtenu des résultats inouïs. Et je vous cite un exemple, puisqu'il a étudié tous les textes bibliques, religieux, sacrés ou païens, parce que même dans les traditions païennes, cette science pouvait être relatée et transmise. Et par exemple, les mythologies égyptiennes, grecques, mettent en évidence, en fait, cette science, c'est toujours revoilé, c'est toujours caché derrière des personnages, derrière leur action. Et la plus magistrale action qu'on connaît dans la mythologie, c'est Hercule, avec les 12 travaux d'Hercule. Et Hercule, c'est une force qui est créée par ses connaissances. C'est un zoër, c'est une puissance physique et qui est créée par ses connaissances éthériques et physiques mélangées, fusionnées, parce qu'on dit d'Hercule que c'est un demi-dieu, parce qu'il est créé de la fusion d'un dieu et des humains. Donc, c'est l'intelligence humaine multipliée, croisée et fusionnée avec l'intelligence céleste, c'est-à-dire l'éther, les forces éthériques, qui ont permis d'obtenir des résultats physiques, vivants, et qui permettent, symboliquement, on parle des 12 travaux d'Hercule, et en fait, ces 12 travaux correspondent à ce pouvoir de cette zoër de guérir quasiment toutes les maladies et d'améliorer toutes les cultures, puisqu'on parle de Hercule, agriculteur, etc., etc. Donc, si après on étudie les rapports, les symboles, on voit que ça agit dans tous les domaines pour soigner tous les animaux, tous les humains, renforcer tout le monde végétal et obtenir énormément de choses dans tous les domaines de la vie. Voilà, je boucle la parenthèse pour ce qui est, justement, je n'avais pas trop développé la question dans mon dernier exposé. Donc là, j'en rajoute un petit peu pour faire comprendre que voilà, il y a quelque chose de gigantesque derrière ça et qui ne demande qu'à se réaliser. Mais pour ça, il faut des conditions, hein, parce que on ne pourra rien faire sans être libéré de cette situation. Philippe. Oui, justement, j'allais dire la même chose qu'Adrien. Quand le CNT sera aux affaires, évidemment, seront divulguées, dévoilées toute une série d'informations qui ont été cachées de façon maligne, c'est-à-dire avec de mauvaises intentions, pour ne pas donner accès à toutes ces informations
qui ferait du tort, disons, au mercantilisme d'une part, et puis aux intérêts de certaines personnes, et surtout à leur autorité. Puisqu'on n'aurait plus besoin d'elle, on serait autonome. Donc tout ce que tu nous dis, ça va dans le sens d'une autonomie. Et l'autonomie de chaque individu, c'est ce que les États ne souhaitent pas en l'état actuel des choses. C'est la raison pour laquelle, avec le CNT, tout ça est repensé et que justement, on a 2 ans pour avancer fort, et on n'avancera pas fort tant qu'on n'aura pas dévoilé toutes ces techniques et ces sciences ancestrales qui sont, comme tu le disais, Adrien, cachées dans des placards, j'espère les placards bien fermés à double tour, et sans que les personnes qui en sont détentrices soient mises en danger, quoi, pour être tout à fait clair. On est un petit peu dans un scénario à la manière du Da Vinci Code, le film que tout le monde a vu, ou le livre que tout le monde a lu, où c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que la connaissance est un danger pour ceux qui la cachent et qui veulent la cacher, dès lors que les autres personnes, c'est-à-dire vous et moi, y accédons, nous leur échappons. Et ça, c'est ce qui est juste pas possible pour eux. Mais quand on est au CNT, on fait tout pour que ça le devienne très prochainement. Voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est aussi pour ça que Éric Fiorile subit cette oppression, parce que justement, il touche un point central de la libération de la situation. Et donc, il a donné aux Français et à tous les peuples cette science de la démosophie. Et donc, il faut tout faire pour que ça se réalise. Et quand je vous parle des naissances que les mères pourraient pratiquer, et dans leur vie quotidienne, il faudrait encore avoir le pouvoir et les facilités dans ce domaine-là. Et par exemple, si il y avait la réalisation du CNT et cette libération totale du système, on a donc, c'est dans le programme de la transition, de proposer une ressource universelle, et cette ressource universelle permettrait d'éviter tout stress aux femmes, par exemple, pendant leur gestation. Elles seraient couvertes et protégées en n'ayant aucun souci pour leur vie quotidienne et leur vie de famille. Et ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir. Je ne parle pas du revenu universel que les gouvernements peuvent proposer de temps en temps, qui est une aumône et une espèce de truc scandaleux et qui limite encore plus les humains. Et qui parle de quelques euros, quelques centaines d'euros, qui sont largement insuffisants pour assurer une situation correcte et respectable. Il s'agit d'une ressource universelle. Je préfère employer le mot ressource. Et inconditionnelle, une ressource inconditionnelle dans la terminologie CNT. Oui, et qui on l'espère, sera un minimum de 1 500, voire 2 000 ou 3 000 euros. Et c'est tout à fait possible et gérable. Bon, il faut aller voir le programme et approfondir la question pour comprendre ce que l'on propose. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec cette ressource universelle, bien comprise et bien pratiquée, on se met à l'abri, mais d'une quantité gigantesque de choses, et on assure non seulement une relance de l'économie immédiate, mais on est protégé et on est dans le confort d'une vie sans stress, où on peut choisir son métier en toute liberté et le pratiquer. Et voilà, il y aura un choix, il y aura une liberté, et ça sera et ceux qui veulent travailler plus pour avoir plus d'argent, ils auront la liberté de travailler et d'ajouter à cette ressource universelle autant qu'ils veulent en travaillant d'une façon supplémentaire. Voilà. La boucle est bouclée, merci. Je crois qu'on arrive à la fin de l'heure, Delphine. Oui, c'est ça, 22h01.
Évidemment, la conclusion, elle est quasiment pas à faire puisque on reste dans cet univers de la naissance et des belles choses et des énergies positives comme nous essayons ici de transmettre un petit peu toutes ces valeurs de façon à ce que derrière bien on construise quelque chose de totalement nouveau, totalement, je dirais, serein pour aller vers un monde de partage, de joie, de bonheur et de sérénité, de liberté, de vraie liberté. Quelque chose que l'on n'a jamais expérimenté, qui est à totalement inventer. Donc, ben, je crois qu'il faut rester là-dessus. Voilà. Je Bon, pense merci. que Oui. mm, on va faire comme d'habitude. On remet la mosaïque et puis on salue tout le monde avant que le générique soit envoyé. Lundi, donc, Sylvain. Lundi, notre sujet sera comment apprivoiser son verbe et sa parole. Et si vous me permettez, je vais faire le dernier mot de ce soir. Il n'y a que pour l'homme que 3 événements: naître, vivre et mourir. On ne se sent pas naître, on souffre à mourir et parfois on en oublie de vivre. Adhérer au CNT, c'est être acteur de son avenir. Bon week-end les amis, à lundi 20h30. Bye bye. Et bravo à tout le monde. Et bien sûr, à lundi À lundi et la 20h30. semaine prochaine. C'est parti. Exact. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Excellent week-end. Notre prochain rendez-vous, Conseil national de transition, la France libre, ce sera lundi à 20h30. Au revoir.